Tu te rappelles Insectors? Non. Allô, un amoureux des insectes comme toi. Alors déjà, c'est pas des insectes. Fais pas ton commissaire j'ai l'œil, je sais qu'ils ont 4 pattes au lieu de 6, mais... Non, je veux dire, c'est réellement pas des insectes. C'est des aliens. C'est des créatures insectoïdes qui sont les humains de leur planète. Donc inutile d'agiter mon ancienne passion pour l'entomologie comme argument, j'ai jamais connu Insectors, c'est un peu trop ancien pour moi. Et le fait que je sois un amoureux des insectes, comme tu dis, n'y changera rien. Ok pour les insectes, mais c'est quand même incroyable d'avoir loupé ça. Insectors, quand c'est sorti en 1994, c'était la révolution du dessin animé. C'est le tout début de la 3D, et ça me paraissait très beau et très impressionnant à l'époque. J'admets que ça rend mieux que les fables géométriques, produites par le même studio quelques années plus tôt. Mais de là à dire que c'est beau et impressionnant... Je persiste et signe. C'est beau et impressionnant même maintenant. Ça n'a pas cherché à être autre chose que ce que c'est. Contrairement à des séries plus récentes comme Dragon Booster qui ont résolument mal vieilli, si on refaisait cette série avec les moyens d'aujourd'hui, on la referait pareil, avec les mêmes textures brillantes et le même aspect géométrique, même en ayant la possibilité de faire plus. Le choix de mettre en scène des créatures insectoïdes, naturellement toutes lisses, chromées et très articulées, répond parfaitement à la contrainte technique. C'est une très belle démonstration de ce qu'il y a à attendre de la 3D en matière d'esthétique. Et cette série remplit très bien son rôle de pionnier. C'est une série atypique à plus d'un point de vue. Le caractère novateur qui découle du fait d'être une des premières séries en 3D n'est qu'un de ses points parmi d'autres. Le choix du format narratif en lui-même est étrange. C'est une série pas à suivre, mais il y a quand même une chronologie assez sérieuse. Surtout, ce sont des épisodes de 10 minutes. Les épisodes de 10 minutes, normalement, c'est pour les séries humoristiques. C'est une série humoristique. Non, c'est une série légère et drôle, mais l'humour n'est pas son propos principal. Le propos principal, c'est plutôt l'univers et l'ambiance. Bon, et le fait d'expérimenter la 3D du coup. Mais même indépendamment de ça, l'humour lui-même est inhabituel. Vraiment, cette série est super, mais je sais pas du tout comment la définir. En un mot, c'est un bijou. En 2, c'est un chef-d'œuvre. En 3, c'est... Bon, je trouve rien à dire en 3 mots, mais dans tous les cas, c'est quelque chose de rare, d'unique et de magnifique. C'est une des séries qui prouverait, s'il y avait besoin de le prouver, que la série animée est une forme d'art. Au lieu de t'emballer, explique-moi comment on va expliquer aux gens le type d'humour que c'est. Rien d'insurmontable, surtout après avoir eu à expliquer Tenaka. L'humour d'Insectors est, comme tout le reste de la série, atypique. Les gags sont plus amusants qu'hilarants, mais plaisants tout de même, et se fondent généralement sur la loufoquerie de l'univers et des personnages qu'on met en scène. Mise en scène qui s'accorde d'être complètement décomplexée du fait que, bon, les personnages sont insectoïdes, alors on peut leur faire n'importe quoi. À l'épisode 5 par exemple, les héros assistent à la parade nuptiale des coccinelles en nous donnant suffisamment d'explications pour qu'on repère du premier coup d'œil quels sont les mâles et quelles sont les femelles, et qu'on ne puisse pas louper du coup que le groupe qu'on suit est composé d'une femelle et de 3 mâles. Partout dans une série pour enfants, excusez du peu. Ça passe encore. Le fait que la stratégie pour gagner la bataille du jour soit de faire violer l'ennemi par les coccinelles, on en parle ? L'amour, la couleur et la joie de vivre ont gagné une fois de plus, mes enfants. Bref, c'est pas que les blagues de cette série soient brillantes, c'est qu'elles sont parfois si culottées qu'on peut pas y résister. À part ça, je vous disais que la série n'était pas à suivre, mais qu'il y avait tout de même une chronologie. Ben c'est ça le plus surprenant. Il y a une chronologie, mais il n'y a pas d'intrigue principale. Il n'y a pas de fil rouge global, mais à défaut d'intrigue de fond, il y a des thèmes sérieux et des arcs filés sérieux. Et même si j'aime cette série d'amour, je dois bien reconnaître que dans ces conditions, j'ai du mal à voir la plus-value des épisodes de 10 minutes. Compte tenu de ces sujets, et compte tenu du fait que c'est plus une série d'aventure qu'une série comique, le format est parfois un peu court par rapport à la complexité des situations. Et celles-ci, une fois posées, ont tendance à se résoudre un peu trop magiquement, ou ne se résoudre qu'à moitié, ou alors c'est que le problème mis en scène n'a au final jamais été un problème. Il va falloir rentrer dans les détails et présenter le pitch pour expliquer ce que tu veux dire par là. Ok. Comme tu disais au début, contrairement à ce que le titre donne à penser, ce n'est pas une série sur la vie des insectes, mais sur des créatures de forme insectoïde qui vivent sur une planète où c'est la norme d'être comme ça, la planète Carbone. Carbone avec un K. Insectors aussi s'écrit avec un K, et dans chaque titre d'épisode, le truc c'est d'utiliser la lettre K pour tous les sons en Q. Bien sûr, tous les titres se débrouillent pour avoir au moins un son à remplacer par la lettre K, histoire de faire genre. On peut dire que K c'est une constante. T'as dit K c'est une constante, c'est pas juste une Mais constante. K c'est une constante, putain. Tu voulais clairement la caser celle-là, hein. Non. Allez pitch. Très bien. Autrefois, la planète Carbone était vide, rude et inhospitalière. Un peu comme les fêtes chez Kenta. Quoi? Et puis un jour, il y a de nombreuses générations, une météorite est tombée du ciel et a amené avec elle une anomalie, la couleur. Aux alentours du point d'impact, l'herbe est devenue verte et des fleurs se sont mises à pousser. Les habitants de Carbone, les Burks,
ont bien sûr pris peur devant ce phénomène, mais certains d'entre eux, poussés par la curiosité, sont restés aux alentours de la météorite qu'ils ont baptisé le Grand Prisme. À force de vivre à côté, ils sont devenus colorés eux-mêmes, ont pris goût à la fête, aux loisirs et à la musique, et ont fini par fonder leur propre société, se donnant le nom de Joyce. Le Grand Prisme, désormais entreposé dans la grande fleur qui leur sert de bâtiment gouvernemental, les alimente en couleurs et en joie, entretenant la forêt de fleurs qui pousse aux alentours. Les Burke restants, désormais isolés sur l'autre moitié de leur planète, continuent, eux, à vivre suivant leur mode de vie traditionnel, dépendant de machines qui marchent au charbon, sans se mêler à la vie des Joyce. Les deux espèces auraient pu continuer à vivre en s'ignorant poliment si les mines de charbon de la planète Carbone n'avaient pas fini par s'épuiser à force d'être exploitées par les Burke. Au bord de la crise, avec un cas, les Burke découvrent que les fleurs des Joyce, si on les coupe, donnent du bois de chauffage qui remplace très bien le charbon. Problème, les Joyce ne sont pas du tout d'accord pour qu'on coupe leurs fleurs. Et voilà la guerre déclarée. Au fil des épisodes, nous suivons le quotidien de Fulgore, Joyce de son état, mais dont la morphologie ressemble à celle des Burke de manière extrêmement suspecte. Plus suspect encore, c'est un enfant adopté. Sa sœur Aelia le tacle à ce sujet quand il est un peu trop chiant avec elle. Mais bon, généralement c'est vraiment parce qu'il l'a cherché. En réalité, ces deux-là s'adorent autant que s'ils étaient frères et sœurs biologiques. Leur père, le grand artificier, est le chef des Joyce. C'est plus un scientifique qu'un roi, la société Joyce étant une sorte de république de Platon basée sur la recherche de nouvelles façons de répandre la joie et la couleur sur Carbone. Aelia est elle-même scientifique, mais Fulgore, lui, est plutôt un homme d'action, au sens Joyce du terme. C'est-à-dire que c'est un artiste, un musicien pour être précise. Il est aussi ce que les Joyce sont plus proches d'un guerrier, les Joyce étant en principe pacifiques. En tout cas, il consacre toute son énergie à défendre le territoire contre les envahisseurs bûcherons, accompagné de son fidèle destrier Patibus, de son sidekick muet Spotty, qui, comme son nom l'indique, est une luciole, et armé de sa guitare à couleur. Avec un K. T'as un truc avec les guitares qui servent d'armes, toi, non? Enfin, la guitare sert à colorer et rendre joyeux ses cibles. Ce n'est une arme que dans la mesure où les cibles n'ont ni envie d'être colorées, ni envie d'être joyeuses. En même temps, ça se comprend. Les fous rires intempestifs que ça leur provoque d'être bombardés de couleurs les empêchent visiblement de raisonner et de travailler. Il leur faut passer dans une machine à noircir, la boîte noire, pour guérir et reprendre le contrôle de leur corps. Et c'est difficile de ne pas compatir, parce qu'on passe beaucoup plus de temps d'épisode à voir la situation du côté des méchants que de celui des gentils. Les Burke vivent dans une cité d'acier toute noire au milieu de l'eau. Oui, une cité, au singulier. Soit la planète Carbone est toute petite, soit il y a très peu d'habitants, mais il n'y a a priori qu'une seule cité des Burke et qu'un seul territoire des Joyce. La cité est dirigée par la reine Bakrakra, une souveraine fière et sévère, soucieuse de la prospérité de sa cité et de la puissance de sa nation, qui passe son temps dans ses appartements remplis de flammes qu'on n'aperçoit que de loin. Elle est assistée dans sa gouvernance par plusieurs hauts dignitaires. D'abord, le chef des armées, le général Lucanus, qui est secrètement amoureux d'elle. C'est un serviteur dévoué et loyal qui ne fera jamais de choix susceptible de déplaire à sa souveraine ou à ses confrères, donc prendra peu de décisions par lui-même. Ensuite, le premier ministre Crabo, un petit teigneux imbu de lui-même, qui sera à l'origine de quasiment tous les plans du jour pour s'emparer du territoire des Joyce et de leur bois. Il doit exiger de ses subalternes une déférence toute particulière, car tous, même le général Lucanus, s'adressent à lui en lui prêtant des titres ronflants aussi aléatoires que contre-productifs. Excusez-moi, votre horreur. On dirait exactement vous, votre laideur. Fulgore, votre confusion. Avouez tout de même votre mauvaise foi que mon détraqueur de nuages est une réussite totale. Ajoutons à ça qu'il parle de lui en utilisant le nous de majesté, rien que ça. Nous avons une excellente idée, comme toujours, car nous sommes très futés, très rusés, très... Merci, votre amabilité. Pour vous, nous. Et quand je dis nous, c'est moi. Bien, votre première personne du pluriel. Si Fulgore est le héros de la série, Crabo en est le méchant principal. En tout cas, c'est leur opposition à eux qui incarne celle entre les Joyce et les Burke. Et enfin, il y a Technocratus, l'ingénieur en chef de la cité. C'est lui qui est à l'origine de toutes les machines infernales lancées à la conquête du territoire des Joyce, même si c'est Crabo qui décide de la manière dont elles vont être utilisées. Technocratus n'est pas le premier à occuper le poste d'ingénieur en chef. Il y est arrivé quand son prédécesseur, un peu trop sympa pour rester du côté des Burke, a disparu, avec son fils et un robot de sa conception étrangement semblable à celui dans lequel le grand artificier a trouvé un bébé il y a des années, et qui sert maintenant de destrier à Fulgore. Il s'appelait Jor-El. Ce n'est un twist que dans la mesure où on met plusieurs épisodes à nous parler de ce prédécesseur. Comme on disait plus tôt, la ressemblance de Fulgore avec les Burke et la façon dont on insiste assez fréquemment sur le fait qu'il n'est que le fils adoptif du grand artificier, que d'ailleurs il appelle grand artificier alors qu'Aelia l'appelle père, fait que c'est cousu de fil blanc. Contrairement à ce qui se passe dans d'autres séries, ce n'est pas parce que le plan du jour des méchants a échoué que la machine ne sera pas réutilisée à l'épisode suivant. De fait, les inventions de Technocratus s'accumulent au fil de la série, ce qui permet de réutiliser les modèles 3D. Je vous ai dit, il y a une continuité. C'est juste que la dangerosité de ces machines n'est pas aussi élevée que les Burke l'aimeraient. Un secteur, ça ceci d'atypique
spécifique par rapport à d'autres séries, qu'on y retrouve l'opposition classique des ingénieurs et des scientifiques, mais que pour une fois, ce sont les scientifiques qui sont les gentils et les ingénieurs les méchants. Bon, les scientifiques Joyce se qualifient eux-mêmes de magiciens et non de scientifiques, mais leur méthodologie est une méthodologie de chercheurs. Ils font des recherches pour créer de nouvelles espèces de fleurs, de nouvelles nuances de couleurs et de nouvelles façons de faire de la musique, mais la recherche y est son propre but. La science sert à augmenter la quantité de savoir et de bonheur qu'il y a dans le monde. L'ingénierie des Burke, elle, a des objectifs pratico-pratiques, dont les résultats doivent impérativement être constatés et consommés immédiatement, et ça, c'est censé être une chose négative. Voilà qui est très inhabituel dans un dessin animé. Il faut dire que la dichotomie gentil versus méchant n'est pas forcément aussi tranchée que l'esthétique noir versus couleur, joie versus mauvaise humeur, nature versus machine voudrait nous le faire croire. On sait que les méchants sont les méchants parce qu'ils n'ont pas envie d'être joyeux et colorés, qu'ils ont épuisé leur mine de charbon à force de surconsommer, qu'ils volent du bois pour alimenter leur machine et qu'ils polluent l'atmosphère, donc a priori c'est simple, les héros ont raison de les coloriser de force et de les droguer pour qu'ils se mettent à rire de façon incontrôlable. En tout cas, c'est le genre de vérité fausse numéro 4 qu'on s'attend à avoir dans une série pour enfants. Sauf que pour tout un tas de raisons, il est juste impossible de s'en tenir à cette idée. Déjà parce que, comme on l'a dit, on passe l'essentiel de notre temps avec les méchants. C'est dur de ne pas voir les choses de leur point de vue et de ne pas se dire que bon, s'ils ont pas envie d'être joyeux et colorés, c'est leur droit après tout. Alors ils capturent quand même leurs voisins quand ceux-ci font du tapage, et ils envahissent leur territoire pour couper leurs arbres. Certes, mais d'une part, on soupçonne que s'ils demandaient gentiment à ce qu'on leur vende du bois ou à ce qu'on leur propose des énergies alternatives, les Joyce diraient non, parce qu'ils n'ont pas l'usage, eux, de toutes ces machines. D'autre part, là encore ce n'est pas révélé dès les premiers épisodes, mais ce n'est un twist que dans la mesure où ça n'a pas intéressé les scénaristes d'en parler avant, les Burke sont la norme de cette planète, et les Joyce sont les anomalies. Les Burke estiment que les Joyce les privent des ressources dont ils ont besoin et qui sont malsains, et... objectivement, ils n'ont pas tort. Pourquoi les plantes, dont la croissance a été déclenchée par la chute du grand prisme, appartiendraient davantage aux abominations qui ont muté à proximité de ces plantes qu'aux habitants sains et non contaminés de la planète? Il y a un côté un peu hippie, ou plutôt 68ard derrière le concept des Joyce. Ils sont dans un état d'esprit, il est interdit d'interdire, et la justification morale de leurs actions est qu'ils luttent contre une société archaïque bourrée de contraintes inutiles qui n'existe que parce que les officiels sont passéistes et n'arrivent pas à se débarrasser du carcan qu'ils ont toujours connu et qui se suffit à lui-même. Les machines des Burke, pour lesquelles ils ont besoin du bois des fleurs, ne servent qu'à entretenir leur mode de vie étriqué sans confort et à mener la guerre contre les Joyce pour récolter encore plus de bois. C'est totalement futile. A contrario, le mode de vie libéré des Joyce permet aux habitants de cette planète d'utiliser les ailes qu'ils ont naturellement pour voler. Du point de vue des Joyce comme du scénario, les Burke pourraient et devraient abandonner leur mode de vie dépassé du jour au lendemain pour se laisser colorer par le grand prisme et vivre mieux qu'avant. Et ce, indépendamment du fait qu'objectivement, être Joyce est une sorte de maladie, selon les standards de leur espèce. Cette vision n'est pas inédite et date de bien avant mai 68 et les hippies. On retrouve le même principe dans le roman Je suis une légende de 1954, où le héros a le tort d'être resté normal et de ne pas accepter le fait que la maladie à laquelle a succombé tout le reste de l'humanité représente en fait l'avenir de la civilisation. Bref, aujourd'hui, mai 68 c'est loin et le parti pris d'Insectors paraît peut-être moins intuitif qu'en 1994, mais du point de vue des scénaristes, les Burke sont juste des réactionnaires qui refusent la modernité. La série ne remettra jamais en question le fait que les Joyce sont les gentils et les Burke les méchants. Mais par contre, peut-être toujours au nom de cette même tolérance 68arde, elle ne rend pas les méchants plus antipathiques que ça. Elle ne rend pas les gentils plus sympathiques que ça non plus. Fulgor a un petit côté mesquin. Il n'hésite pas à faire de sales blagues aux méchants, et quand il déprime, la seule chose qui peut lui remonter le moral est de constater que Crabbo est déprimé aussi. Et puis, il est assez insupportable avec sa sœur. Les vannes qu'il lui lance sont parfois assez méchantes. Et comme je disais, quand il va trop loin, Aelia n'hésite pas à lui rappeler qu'il est adopté, ce qui se fait trop pas, même pour faire taire un grand frère insupportable. Alors, paradoxalement, peut-être que le personnage le plus gentil parmi les gentils, c'est le Burke traître à sa nation, Asilius. Voir. Asilius est le fils de la reine Bakrakra et son unique héritier. Au grand drame de sa mère, il n'aime pas la technologie Burke, ni le noir. Et son principal passe-temps quand on ne le surveille pas, c'est de creuser des trous un peu partout dans la forteresse pour construire des tunnels qui lui permettent de s'évader discrètement et de rejoindre le territoire des Joyce où il pourra faire la fête avec ses amis, en particulier la belle Aelia qui a fait chavirer son cœur la première fois qu'il l'a rencontrée. Ses fugues régulières sont son seul crime envers son peuple, et il a suffisamment le sens du devoir pour rentrer chez sa mère quand elle menace de massacrer tous les Joyce en représailles de son kidnapping. Par contre, il n'est pas tout blanc non plus. Il est prêt à tyranniser son peuple pour l'obliger à fêter Noël. Je pense que le double épisode de Noël, qui est hors numérotation et hors série, est aussi hors continuité. D'abord, ça n'a aucun sens de fêter Noël sur la planète Carbone. Ensuite, l'épisode se passe clairement avant le dernier épisode malgré le fait d'avoir été diffusé après. Et enfin, il met en scène des éléments qui ne servent que là. N'empêche, il est censé respecter l'état d'esprit des personnages. Et celui d'Asilius est aussi 68ard que celui de tous les gentils. Donc, il n'hésite pas à imposer ses idées à ses concitoyens. Non, il n'y a vraiment aucun personnage de gentil qui soit complètement idéal.
Et ça, je trouve ça fascinant. Au final, personne n'est réellement gentil et méchant dans cette histoire. Et si la série avait eu l'ambition d'avoir une fin, elle aurait pu se conclure sur la réconciliation des deux parties sans que ce soit rédhibitoire pour la suspension d'incrédulité. Il y a d'ailleurs un épisode où le plan du jour de Crabbeau est de faire croire aux Joyce à une trêve entre leurs peuples. La proposition n'ayant rien d'invraisemblable, il est honorable de la part des Joyce de vouloir y croire et de prendre le risque de l'accepter, tragique que ce ne soit qu'une ruse, et tout de même satisfaisant que ça ait lieu, même sous forme de ruse des méchants, parce que ça permet de se rendre compte que ce n'est pas complètement absurde d'espérer la paix entre les Joyce et les Burke un jour. On pourrait dire que l'intrigue est d'ores et déjà terminée. La reine Bakrakra n'a aucune intention de déshériter son fils, malgré leur divergence d'opinion au sujet de la guerre contre les Joyce. Sauf grave accident qui ne surviendra probablement pas, ce n'est qu'une question de temps avant qu'Assilius lui succède et qu'un traité de paix soit signé. Vu qu'il épousera probablement Aelia qui va elle-même succéder au grand artificier, quoi qu'il arrive, le problème principal de l'histoire va se résoudre tout seul au bout d'un moment. La population qui subit les conséquences de ce conflit est représentée par toute une série de personnages secondaires relativement peu importants, encore moins importants chez les gentils que chez les méchants d'ailleurs, mais suffisamment hauts en couleur et munis de gimmicks pour qu'on les retienne et qu'on se rappelle qu'ils existent. Côté Joyce, on a Daltonio, l'assistant du grand artificier. Comme son nom l'indique, il est daltonien, ce qui est problématique pour un Joyce dont la plupart des activités sont fondées sur le mélange et la composition de couleurs. Je suppose que sa bonne volonté compense avantageusement son handicap, parce qu'on n'envisage jamais de lui confier une tâche nécessitant un peu moins d'acuité. Côté Burke, il y a Cretinus, le sidekick de Crabbeau, plein de bonne volonté lui aussi, mais trop limité sur le plan intellectuel pour être aussi efficace que son boss le voudrait, les frères Butor, qui gardent la porte du palais, des grosses brutes avec un pois chiche dans la tête, personnage classique dans ce genre de fiction, Crabwick et Caboche, des patrouilleurs aériens régulièrement envoyés sur le terrain à affronter nos héros, Crabwick étant le supérieur expérimenté et autoritaire, Caboche étant le subalterne débutant et en admiration devant son supérieur, et Protocole, le crieur public, dont la fonction principale est d'annoncer les personnages entrant dans la salle du trône, et de suivre son annonce d'une description du personnage en question. Pour son malheur et pour l'humour, Protocole dit la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Ce qui fait que la description en question ne sera pas toujours élogieuse pour les alliés, et le sera parfois trop pour les ennemis. En tout cas, il n'est pas là. C'est incapable de Lucanus, ne le ramène pas. C'est tout ce que je vois. Généralissime Lucanus, c'est incapable. Vous l'avez raté naturellement. Justement, non, votre erreur. Le voici. Fulgor, le malin, fort et habile héros des Joyce. Ça va pas, non? Comme vous pouvez le constater, il y a dans cette histoire un background assez élaboré, des enjeux pas si rudimentaires que ça, on pourrait les comparer à ceux de Tabaluga dans l'esprit, mais à côté de ça, les personnages sont assez simples quoique vivants, et les twists, s'il y en a, sont relativement prévisibles. Ce qui portera la série à part les visuels, ce sont les dialogues. C'est une série très écrite, et l'humour est souvent dans la façon dont les répliques sont formulées. Il faudrait fabriquer un désintégrateur, mais hélas, je ne suis que magicien, pas ingénieur. Après, il y a parfois dans cet humour un petit côté private joke. Raté. Pour rien. Polytechnicien. Comme quoi cette vidéo sera placée sous le signe des blagues de prépa scientifique. Les personnages ont beau ne pas être des insectes, et la série a beau ne parler d'aucune vraie notion scientifique, on est clairement dans un gros délire d'érudits qui se vannent entre eux. Technotratus, vous êtes un incapable, un nullissime, un logarithme. Encore une fois, je pense que l'objectif premier de cette série, c'était d'explorer les possibilités de la 3D. Ça n'a pas empêché les auteurs de mettre cette 3D au service d'une écriture profonde et intelligente. Autant dire que c'est une série à ambiance et un exercice de style qui fonctionne assez bien, même hors contexte, même sans connaître son caractère précurseur. Ça reste peut-être un peu frustrant, vu tout ce potentiel, qu'il n'y ait pas un peu plus d'intrigue de fond. Il n'y a pas de fil rouge, mais je sais pas si on peut dire qu'il n'y a pas d'intrigue de fond. En fait, il y a deux intrigues de fond. La première est l'intrigue d'Assilius, qui essaye de devenir un Joyce, mais accepte de rester un Burke qui fait de temps en temps l'école buissonnière pour éviter une guerre ouverte entre les deux nations. Cette intrigue est plus ou moins la principale, puisque c'est parce qu'on sait que le futur dirigeant des Burke est un sympathisant Joyce que la guerre s'arrêtera un jour, et qu'en attendant, le statu quo peut se maintenir sans trop de dommages. La deuxième est l'intrigue sur les origines de Fulgor. Elle est filée sur quelques épisodes au milieu et à la fin de la série, mais évoquée régulièrement le reste du temps. La manière dont elle est traitée est assez surprenante, car les aspects sur lesquels la série concentre son attention ne sont généralement pas ceux qu'on prend le plus la peine de détailler quand on raconte une histoire de parents disparus et de quête des origines. Lorsque Fulgor apprend que son père biologique a disparu depuis des années, on consacre un épisode entier à parler simplement du deuil et du temps qu'il faut prendre pour digérer ce genre de nouvelles, là où beaucoup de séries se seraient plutôt concentrées sur le mystère de cette disparition. Ce choix original prouve que malgré son apparente simplicité, la série a voulu sortir des clichés et raconter une histoire qui en vaille la peine. Comme tu l'as dit, bien que l'objectif principal d'Insector semble clairement être la prouesse technique, les idées qui ont servi de prétexte à cette prouesse ont quand même inspiré les auteurs, qui ont écrit quelque chose d'étonnamment ambitieux pour une simple démonstration de ce qu'on peut faire avec un ordinateur. C'est sans doute à ça qu'on doit cette sorte d'entre-deux, avec des idées intéressantes, mais exploitées juste autant que nécessaire pour satisfaire les besoins relativement modestes de la série. Ils avaient des choses à écrire, mais l'écriture n'était pas leur priorité. C'est sans doute pour ça qu'en voyant la série, j'ai eu la surprise de la trouver beaucoup plus fouillée que dans mes souvenirs.
Il y a un tas d'idées qui vont plus loin que le fait d'être simplement l'une des premières séries en 3D. On pourrait se dire que c'était évident qu'un Sector serait atypique et expérimental, sachant que les fables géométriques du même studio l'étaient aussi, mais étant donné qu'un Sector, contrairement aux fables géométriques, c'est quelque chose de scénarisé, de narratif, on pouvait penser que ça donnerait un résultat beaucoup plus classique que ça n'a donné au final. Ce caractère atypique d'un Sector est donc à la fois surprenant et pas surprenant. Pour avoir su être innovatrice et inventive sur un peu tous les tableaux, un Sector mérite qu'on s'en souvienne.